être un entrepreneur, c'est savoir être résilient face à ce que j'appelle la sinusoïdale du moral. Tu rentres dans un meeting avec un VC, il te dit ton projet il est extraordinaire, c'est de la folie. Tu vas chez un client, il te dit ton produit c'est de la merde. Au début, quand j'ai commencé, on était 2 Gugus à Station F avec un deck de slides et j'envoyais des messages sur LinkedIn en cold reach à des exécutifs, des CEO de compagnies d'assurance à travers le monde. Et quand tu construis ce type de produit, si tu n'as pas accès aux clients pour designer ta solution, pour avoir accès à la data, tu es en train de construire dans le vide. At the end of the day, c'est aussi ça qui nourrit l'entrepreneur. C'est d'être exposé au maximum de façons de penser et d'approches et se nourrir de tout ça pour se faire sa propre conviction. Troisième question. On va parler du Maroc quand même. Le plus beau pays du monde. T'as fait la pub. Et j'essaie de me contrôler parce que j'ai tendance à être aussi comme tous les Marocains, mais hyper fier de mon pays. Regarde ce truc, regarde ça. Mais ensuite, il faut savoir prendre un step back et être conscient des fragilités pour très vite les corriger parce qu'on est capable de le faire. On a des talents de malade et il faut leur donner les moyens. Et les moyens, c'est ces fondations-là qui permettent de faire les choses bien. Je suis super content parce que voilà, on a commencé Tomorrow, on a sorti un premier épisode vidéo avec Reda Belhili. On a essayé de sortir quelques épisodes en audio pour donner un peu le ton de ce podcast. Mais ça y est, enfin, on est de retour sur YouTube pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps. Et ça, j'en parlerai un peu plus dans quelques minutes. Mais c'est grâce à Allogarant, qui est le sponsor et qui a gentiment accepté de sponsoriser ce podcast pour justement faire YouTube, pour partager le parcours d'entrepreneurs marocains qui sont super successful. Et aujourd'hui, je suis avec Tariq Dadi. Donc, salut Tariq. Salut. Qui d'ailleurs Tu es le premier donc de cette nouvelle série de podcasts vidéo. Et en fait, tu représentes pour moi cette nouvelle génération de fondateurs marocains donc, issus de la diaspora. Tu viens d'où, toi? Tu viens de quelle ville? Moi, je viens de Knétra. Tu viens de Knétra. Ouais. Maintenant, je suis arrivé en France en 2008. Ok, donc déjà 15-16 ans. Et en fait, je fais partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs marocains qui se lancent après plusieurs années dans le monde un peu corpo, dans la création de boîtes. Et en fait, ça me fait penser à un épisode que j'ai eu avec Adil Bouhdadi il y a quelques temps, où lui-même, en fait, il a eu cette vision de créer sa boîte, pas parce qu'il a toujours eu envie de monter une boîte et qu'il s'est posé en cherchant sur plusieurs idées. Toi, tu étais chez AXA. Et en fait, l'idée de ta boîte t'est venue directement. Mais peut-être que tu en parleras un peu mieux. Ouais. Moi j'ai toujours eu des velléités entrepreneuriales, c'est vrai, dans mon parcours dès le plus jeune âge. J'étais inspiré par beaucoup de personnes de ma famille. Tu as monté des petits business un peu... Je faisais des petits business par-ci, par-là, tu des petites aventures, je pourrais raconter. Mais c'est vrai que moi, là, j'ai pas été en mode je sors d'école, je me lance dans une aventure entrepreneuriale. Je voulais rentrer dans une industrie. Comprendre cette industrie, ses problèmes et ensuite aller créer quelque chose. Et la coïncidence a fait que je me suis retrouvé chez AXA et c'est comme ça que je suis arrivé à Cantev. Donc tu faisais quoi chez AXA AXA, donc moi j'ai fait des études d'ingénieur et j'étais passionné par tout ce qui est, on n'appelait même pas encore ça machine learning à l'époque, c'était système intelligent et tout ce qui est data science. Et AXA avait créé, donc c'était dans les années 2012-2013, un département qui s'appelait le Data Innovation Lab, qui était une sorte de département d'excellence au niveau groupe, où tu avais des équipes qui allaient créer des assets d'intelligence au niveau groupe et aussi aller aider les entités d'AXA à travers le monde à mettre en place des projets de data et autres. Et c'est ce qui m'a amené... C'était hyper novateur à l'époque. Ah oui, franchement, AXA, au début, on était un peu le département hyper hot sur Paris pour des sujets data, chez un gros corporate. Et donc, on se retrouvait, moi je me suis retrouvé à aller bosser pour eux en Asie, un peu partout en Europe, sur ces sujets data et comprendre de cette façon le métier de l'assurance dans lequel je connaissais rien. Et aussi le métier de... Et là, tu connais des choses. Et maintenant, je connais des choses. Il me reste encore beaucoup à apprendre parce que c'est un univers, on a l'impression que c'est simple, mais l'assurance, c'est un métier complexe.
Et c'est vrai que moi, j'ai identifié certains challenges spécifiquement sur la partie santé. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. On fait une petite coupure, mais pour la bonne cause. Je voudrais vous parler d'Allogarant, mon sponsor qui, sans eux, je n'aurais pas été dans ce super studio de podcast à vous partager des portraits d'entrepreneurs marocains. Allogarant, c'est le service que j'aurais adoré avoir en arrivant en France pour faire mes études, pour trouver un logement sans garant. Aujourd'hui, vous allez faire vos études, allez sur leur plateforme, inscrivez-vous sur le site, mettez vos critères de recherche, vous recevez des offres, votre dossier est prioritaire et ensuite c'est super simple, vous pouvez signer votre contrat de bail et accéder à un logement et faire des super études, Inch'Allah. Donc dans ce podcast, on va parler de Kantev, donc, qui est la société que tu as créée de ça il y a quoi, 6 ans maintenant? Ouais, Kantev, ça fait 6 ans et 2 mois maintenant que ça a été créé. Donc on va parler de Kantev, mais on va pas parler de Kantev de manière que positive, où j'ai envie aussi que tu racontes, justement aussi pour tous les néo-entrepreneurs qui nous regardent, ou tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat, à quel point c'est dur aussi au quotidien, à quel point il y a des galères, que c'est pas une route tracée et que tu as traversé la crise du Covid, Ouais, yeah. tu as traversé pas mal de choses et on va en parler là tout de suite. Parce Ouais, que... ouais, ben, et moi, j'ai bien sûr regardé l'épisode précédent avec Reda. Et Reda, il a utilisé un mot que j'utilise beaucoup, c'est résilience. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est être un entrepreneur, c'est savoir être résilient face à ce que j'appelle la sinusoïdale du moral. Tu rentres dans un meeting avec un VC, il te dit ton projet il est extraordinaire, c'est de la folie. Tu vas chez un client, il te dit ton produit c'est de la merde. Tu rentres chez un autre VC, il te dit que ton projet c'est aussi de la merde. Tu rentres chez un client, il te dit c'est super. Et donc tu es tout le temps en train de subir ces états moraux et tu dois croire en ce que tu fais, pas au point d'être complètement aveuglé, mais y croire vraiment dur comme fer et d'être résilient. Et au-delà de ça, c'est un constant apprentissage d'avancer dans ton aventure entrepreneuriale. Et tu apprends. Moi, je continue à le dire aux équipes, je suis CEO in training. Il n'y a pas de formation, je ne suis pas né CEO. C'est quelque chose que tu apprends as you go et tu as tellement de challenges qui arrivent tout le temps. Nous, ça a commencé en fin 2018, début 2019. On a levé 3 mois avant le Covid. Et le Covid, ça a été aussi un vrai challenge pour nous parce que nous qui nous adressons à l'assurance santé, les assureurs santé, au moment du Covid, ils sont tous rentrés en hibernation. Mais bon, c'est des choses que tu dois savoir aussi gérer, naviguer pour pouvoir passer à l'étape suivante. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux juste rappeler Kantev, qu'est-ce que vous faites finalement? Donc Kantev, on est une boîte qui développe une plateforme de gestion des remboursements pour les assureurs santé. On va aller aider les assureurs santé à empower leurs équipes opérations qui traitent les remboursements au quotidien et aller jusqu'à automatiser certaines tâches de remboursement. Aujourd'hui, les assureurs santé, et ça je l'ai vu vraiment, on a l'excentricité chez Kantev d'être une boîte basée à Paris, mais qui est très internationale, qui a craqué l'international avant de craquer le local. Aujourd'hui, notre solution, elle est déployée avec des assureurs à Hong Kong, en Thaïlande, au Mexique, en Amérique. Pardon ? Le nom de l'assureur Pacific Cross, mais aussi AXA, chez Generali et chez d'autres, chez Bupa en Floride. Donc, on a vraiment une footprint assez globale et ça vient d'une réalité où l'assurance santé, même dans des pays très matures, chez des acteurs très sophistiqués, behind the scenes, ça reste très manuel. Ouais. Ça reste des armées d'infirmières, de médecins qui passent leur journée à lire des documents et à vérifier est-ce que les soins sont cohérents d'un point de vue médical, est-ce qu'ils sont nécessaires, est-ce que c'est couvert par la police, est-ce qu'il y a un pattern de fraude, est-ce que les prix sont cohérents. Donc il y a tellement une multitude de checks à faire et qui nécessitent des êtres humains parce qu'en plus ils doivent deal avec énormément de paperasse. Et donc ça fait que c'est un terreau fertile pour la transformation. Parce que en plus de ça, l'assurance santé, c'est la branche de l'assurance qui croît le plus. Il va pas y avoir plus de voitures, il va pas y avoir plus de maisons. Mais il va y avoir plus de gens sur Terre. Et les gens, par contre, vieillissement de la population, style de vie sédentaire fait que les gens ils veulent se soigner de plus en plus, ce qui fait de plus en plus de demandes de remboursement. Et donc les assureurs, ils veulent double down sur la santé, mais le problème c'est qu'ils savent que leurs opérations, elles ne scalent pas.
Tu vas pas même les hôpitaux trouvent plus assez de médecins. Donc, et en tant que Marocain, on sait ça. Donc, et c'est le problème dans la majorité des pays du monde. Et donc, il faut outiller ces équipes pour aller plus vite et à permettre aux gens de se soigner, d'être remboursés et de pouvoir traiter cette masse. Et c'est là où nous, on vient jouer un rôle intéressant. C'est on a réussi à développer via une plateforme moderne avec une collection de modèles d'IA. C'est pas un gros LLM que tu balances sur le problème. Tu dois, à chaque check que doivent réaliser ces personnes très, très bien formées, tu dois essayer de développer un modèle, un algorithme ou une heuristique pour pouvoir reproduire ce check. Et donc, nous, ce qu'on s'est donné comme mission, c'est essayer de reproduire cette façon quand un médecin est en train d'étudier un dossier, un médecin qui travaille dans une compagnie d'assurance étudie un dossier, on essaie de reproduire ça pour automatiser ce process ou au moins les aider à le faire plus vite. Et à quel point ça a été complexe pour créer justement ces modèles-là? La partie technologique, c'est une grosse complexité. Premièrement, parce que les modèles d'intelligence, il te faut accès à la data. Et là, on est en train de parler de la donnée de santé. C'est de la donnée ultra sensible. Il n'y a rien de plus sensible. Et même dans les pays où il y a le moins de régulation, les assureurs sont au courant qu'ils sont en train de manipuler de la donnée sensible. Des gens. C'est ça. Et en plus de ça, on parle d'un process qui est business critical. On parle du cœur nucléaire des opérations des assureurs. Donc, tu es en train de leur dire, donnez-moi accès à votre donnée la plus sensible. Et en plus de ça, faites-moi confiance pour un peu être le cockpit de gestion de toutes vos opérations de remboursement et de traitement des dossiers. Et donc ça, c'est l'un des gros challenges dans ce secteur, qui est l'enterprise software, c'est gagner de la légitimité. Ouais, parce qu'on vendez à des très gros comptes finalement. C'est ça, c'est des cycles de vente très longs, très compliqués. L'upside, c'est que c'est des gros tickets. Et dès que tu rentres, tu as un niveau de churn, tu sors plus, espérons. On est dans une industrie où un CIO, le saying, c'est un peu nobody got fired for choosing IBM. Donc, prendre le risque de faire confiance à une nouvelle boîte qui se positionne sur ce secteur, aussi innovante soit-elle, ça reste un challenge. Et c'est ça qu'on a construit, moi, je pense, pendant ces 6 dernières années, au-delà de la technologie, c'est la légitimité, l'expertise pour que des entreprises comme AXA, comme Generali, comme Bupa, qui sont des mastodontes globaux, nous fassent confiance sur des sujets aussi sensibles. Très pragmatiquement, comment vous avez réussi à avoir leur confiance? C'est à la fois... Comment ça s'est passé? C'est qu'au début, on a été en avance de phase sur ces sujets. Au début, moi, il suffisait que j'envoie un mail ou un message sur LinkedIn. Au début, quand j'ai commencé, on était 2 Gugus à Station F avec un deck de slides et j'envoyais des messages sur LinkedIn en cold reach à des exécutifs, des CEO de compagnies d'assurance à travers le monde. Et je leur disais, nous, on est en train de travailler sur ces sujets-là. Et nos sujets, ils étaient tellement, comme disent les anglo-saxons, hair on fire, que ça trigger automatiquement. C'est que c'était tellement des vrais sujets pour eux que j'avais des CEO, le lendemain, ils m'envoyaient un mail en me disant « Ok, viens, on organise un meeting avec toute ma C-suite. » Et on leur pitchait la chose, on en discutait, mais à la fin, ils me disaient « C'est super ce que vous faites, mais on ne croit pas qu'il y ait une solution technologique à ce problème. » Donc au début, c'était beaucoup d'évangélisation. On parlait avec beaucoup d'acteurs. Et plus ils nous voyaient tourner dans ce secteur et leur faire des démos toujours plus convaincantes et autres, c'est à un moment, ils nous ont fait confiance, ils nous ont dit « Ok, on va vous donner de la data et on va commencer à construire un truc. » Donc tu avais des POC C'est ça, donc nous, on a fait notre premier POC avec Allianz, qui nous a envoyé au Qatar. Donc des marchés sandbox. On s'est retrouvés, donc c'était Allianz en Europe qui avait des opérations au Qatar et à Dubaï. Et ils nous ont dit, écoutez, on va vous donner... Allez jouer là-bas. On va vous donner... on a le premier projet, on va le faire dans la région. Donc on s'est retrouvés, on est allé à Dubaï avec mon cofondateur. On avait 2 stagiaires à Station F qui étaient en train de bosser pour nous. Et on était en dernière minute en train de construire le POC pour la démo et pour faire des présentations. Et ça a été un truc un peu gangster quoi, à faire au début. Ouais, et tu me disais même pendant la préparation de l'épisode, vous aviez un POC pendant le Covid qui n'avait pas transformé. Et ça, c'était hyper dur pour les équipes. Ah bien sûr. C'est toujours ça le challenge. C'est que là, on venait de lever. On avait notre POC sur lequel on construisait notre produit. Et quand tu construis ce type de produit, si tu n'as pas accès aux clients pour designer ta solution, pour avoir accès à la data, tu es en train de construire dans le vide.
Et donc, ça a été très challenging, comme je le disais tout à l'heure, hibernation post-Covid. Et donc, on s'est retrouvé un peu à un peu pédaler dans le vide. Mais on avait assez d'informations et assez construit de knowledge. Et nous, on venait de lever. La priorité, c'était de. Moi, j'ai essayé d'être pragmatique. On a eu un petit moment de panique. On a été résilient. On s'est posé. On s'est dit qu'est-ce qui se passe. On vient de lever, donc ça va. On est safe. Toi, c'était avec Elaya. Avec Elaya Partners, ouais. C'est eux qui ont investi. Après votre passage Entrepreneur First. C'est ça. Nous, on est passé par Entrepreneur First. Donc, juste après Entrepreneur First, je crois que c'était 6 mois post-graduation, on va dire. Pour ceux qui nous écoutent, donc c'est un programme en fait présent en France, au UK, dans plusieurs pays dans le monde. C'est ça. Où en fait, tu as un profil business qui peut rencontrer un profil tech. Tu as un profil business qui vient avec une idée ou même pas. Et en fait, c'est ça. En gros, c'est des cohortes tous les 6 mois on va dire, à Paris, c'est une 50aine, 60aine de personnes. Beaucoup de profils tech parce que eux, leur positionnement, c'est deep tech. Et ensuite, tu as des couples ou ce qu'ils appellent des gens qui ont de l'expérience business, qui connaissent une industrie, ou avec quelqu'un de tech, c'est souvent beaucoup de docteurs et autres, et où tu as des couples de tech-tech. Moi, j'étais classifié catalyste, c'est-à-dire à la fois business et tech, parce que j'étais quand même, au début, je codais énormément et je construisais la solution, mais après, mon expérience chez AXA m'a exposé quand même à un peu, on va dire, le côté business de la chose. Et donc, on parlait du coup du POC qui transforme pas, de cette partie un peu traversée du désert, non ? Ouais, traversée du désert, oui, un peu, parce que c'était vraiment, il y avait une vraie hibernation sur nos sujets. La priorité pour les assureurs santé à ce moment-là, c'était pas de toucher à se transformer. Tu t'amuses pas à faire des projets IT en plein Covid. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand on commençait à sortir du Covid, comme je le disais avant, nous, on faisait des calls, mais ils n'arrivaient pas à transformer. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il y avait une solution technologique. Post-Covid, on a commencé à voir des RFP sortir. C'est quoi des RFP ? Pardon, des appels d'offres, avec des cahiers des charges qui étaient un peu la liste de nos features. Parce qu'ils se sont rendus compte que pendant le Covid, les gens étaient chez eux, ils n'avaient pas de tooling. C'était le blocage complet dans les remboursements, c'était une catastrophe. Et l'assurance santé, il fallait qu'ils s'outillent. Et il y avait aujourd'hui, dans l'assurance, tu as des géants du logiciel dans la partie dite PNC, des biens, assurance habitation, auto et compagnie. Mais sur l'assurance santé, ça reste encore old school, Excel et that's it. Et donc là, on a ressenti une forme d'accélération. Ça vous a profité un peu à la fin. Nous, post-Covid, là, il a fallu très très vite aller à capitaliser sur les contacts qu'on avait. Et c'est comme ça que très vite, on a pu avancer et lever une nouvelle fois en 2022 pour continuer. Ouais. Et c'est à quel moment que tu as senti que ça y est, la machine, elle décollait, que vous aviez que vous aviez eu votre product market fit et que... Le product market fit, c'est quand tu commences à... On a un phénomène où c'est un effet réseau. On est déjà, tu as un assureur, tu rentres chez un AXA, quand ils voient ce que tu peux apporter à leur organisation, le lendemain, ils te disent j'ai AXA dans cet autre pays, j'ai AXA dans cet autre pays qui serait intéressé par la solution. Donc, tu as cet effet réseau dans les groupes, et on a la chance en Europe d'avoir ces grands groupes d'assurance européens globaux, et ça te permet de sauter de pays en pays. Et ensuite, quand tu as un succès dans un pays, le lendemain, tu vas frapper à la porte de tous les autres acteurs du marché et leur dire « Coucou, regardez ce que j'ai fait, venez, on fait la même chose ». On fait une dernière petite coupure. Je voudrais vous parler d'Allo Garant. Vous êtes propriétaire, vous avez un bien et vous voulez faire un geste patriote. Mettez votre bien sur Allo Garant pour permettre à des étudiants marocains qui arrivent en France de pouvoir se loger. Ce serait super cool de faire ça. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est dans ce super studio de podcast et je les remercie énormément. Inscrivez-vous sur leur plateforme et mettez votre bien sur leur plateforme. Merci beaucoup. On retourne au podcast. C'est Sophia Dahoun. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode, mais je l'ai appelée pour un peu préparer l'épisode. Ah zut, Sophia, elle était là pendant les premières phases. Elle m'a dit, je ne comprenais pas. J'arrive en bord. Tariq, elle me disait, j'ai accès au Brésil. Je ne sais pas qui, dans quel pays. Je me disais, mais comment t'as fait ? Ah non, mais c'est vrai, mais c'est pour ça que je disais que c'est une excentricité. Moi, j'ai jamais eu froid aux yeux d'aller à l'international.
Pour moi, l'assurance, de mon expérience chez AXA, qu'on soit à Tokyo, à Bogota, l'assurance, c'est, on va dire, grosse maille, gros high level, c'est tu vas te faire soigner, tu te fais une demande de remboursement, on te rembourse. Le process, il est plutôt, c'est la même chose, plus ou moins. Après, donc fondamentalement, c'est ça qu'il faut être en capacité de traiter. Et c'est pour ça que pour moi, qu'importe le pays, j'allais pas me fermer des portes. Et les assureurs, ils ont différents niveaux de maturité. Il fallait juste tomber sur celui qui allait être, qui allait commencer. Et donc c'est pour ça que nous au début, voilà, moi quand j'arrivais à faire le point avec Sophia, on était en mode, ouais, je suis en train de parler avec la moitié du monde. Et moi j'étais complètement agnostique à ça. Je n'étais pas en train de réfléchir, oui, on va essayer de faire la mutuelle du Poitou. Et ensuite, on va passer à l'Allemagne, ensuite à l'Espagne. Non, nous, on est une solution qui peut fonctionner partout. C'est une question d'exécution. Ça revient au même. Pour moi, c'est de l'enterprise SaaS, mais je voulais le traiter un peu comme si j'étais un peu un SaaS assez versatile. Donc, tu avais vraiment ce profil sales. Aujourd'hui, tu gères toujours un peu les sales? Je suis toujours en tant que CEO, tu t'es réveillé à quelle heure ce matin? Tu gères un peu tout, mais oui, je m'implique sur tous les sujets. Mais de toute façon, que ce soit le produit, la tech, le sales, le delivery, c'est tous des sujets qui sont clés parce que l'enterprise software, c'est un playbook. C'est vraiment un playbook. C'est quelque chose dont en France, c'est pas des spécialistes de l'enterprise software. On n'a pas beaucoup de success story enterprise, mais l'enterprise, c'est tellement une méthodologie d'exécution. Donc, enterprise, c'est des entreprises à partir de combien d'employés? L'enterprise, ça va être du gros compte. Je ne saurais pas te dire en termes d'employés, mais on va dire c'est 500, du gros compte. Beaucoup plus que 500. Ça plus va de être, 1000. c'est ça, milliers d'employés. On va dire les assureurs, tu peux avoir des assureurs très larges qui tournent à 500 personnes, mais c'est des grosses boîtes. Et ça, c'est un play vraiment d'exécution. C'est toute une organisation qui doit être organisée autour du delivery, de la création d'un produit, du delivery et du sales pour pouvoir exécuter. Parce qu'à la différence d'un SaaS horizontal, quand je parle de SaaS horizontal, c'est un SaaS qui va aller targeter différentes industries. Nous, on est un SaaS vertical. Donc, on a besoin on n'a pas une infinité de clients. Nos clients, ça va être des milliers, on va dire 1000 dans le monde. Donc, c'est pour ça que c'est une exécution très particulière pour pouvoir sécuriser ses clients et ne pas se rater. Et aujourd'hui, tu as une route devant toi parce que si tu as un play qui est global comme ça, tu n'as personne dans le monde qui... Non, c'est un secteur enfin, les acteurs de l'enterprise software pour ce qu'on appelle les financial services, les banques, les assurances, c'est un secteur gigantesque qui brasse des milliards de dollars. Mais aujourd'hui, c'est ça. Nous, notre force a été de se verticaliser AI Claims Platform pour l'assurance santé et vraiment aller cater spécifiquement aux besoins de l'assurance santé. Parce que ça a été c'est le parent pauvre aujourd'hui et d'un point de vue global. Même si je crois que c'était l'année dernière, Y Combinator ressortent chaque début d'année une liste des sujets sur lesquels ils veulent voir les gens potasser. Ouais, je l'ai vu. Et il y avait, je crois que c'était l'année dernière, 3 de leurs sujets, c'était ce qu'on faisait depuis 5 ans. Donc c'est ça. Et avec tout ce qui est LLM, ça a accéléré beaucoup ces fameux checks qu'on essaye de reproduire avec notre logiciel. Et donc, il y a eu un momentum de dingue sur nos sujets parce qu'il y avait une sorte de porte qui s'entrouvrait. Donc là, on commence à voir popper plein d'entreprises. Mais la réalité, c'est qu'on est dans un secteur où c'est pas juste la technologie. Tu dois avoir l'expertise, tu dois avoir le setup, l'organisation capable de deal avec ces gros comptes corporate parce que les expectations, ces grosses boîtes, elles sont habituées à bosser avec du Accenture, avec du Capgemini, du McKinsey. La petite startup, c'est pas leur truc. Donc il faut pour que tu sois en contrôle, qu'ils comprennent que tu es en train de leur vendre du logiciel, que tu n'es pas une boîte de conseil et maîtriser tout ce processus, c'est toute une méthodologie. Et c'est ça la partie où il faut, dans un positionnement comme le nôtre, il faut très vite l'apprendre et mettre en place le playbook. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore nail chez Kantav? Tu sais, on est encore une boîte très jeune. On est encore en train de découvrir. Aujourd'hui, on a encore énormément de challenges. C'est contrôler notre delivery chez nos clients. Continuer à faire grandir notre plateforme parce que nous,
nos clients, c'est des gros comptes. Ils ne sont pas là pour acheter la petite solution à 1 000 € par mois. Quand ils achètent une solution, ils attendent à ce qu'elle soit feature complete. À un niveau, tu vois, ils ne vont pas acheter la V1, ensuite la V2, ensuite la V3. Ils veulent, dès le départ, tu dois être à la V5, quoi. Et donc, c'est ça qu'il faut être en capacité de faire, c'est de construire cette fameuse V5 et la voir le jour J quand le client veut partir en live avec ta solution. Et c'est ça qu'il faut qu'on navigue et il nous reste beaucoup de travail pour faire ça. Parce que là, récemment, vous avez levé un tour de série B avec un fonds UK. Ça dépend. En France, c'est un série B. Pour les anglo-saxons, c'est on n'a pas les mêmes moyens. Série A+. Précis. Précis. Et tu as levé avec un fonds qui s'appelle Blossom. Alors, Blossom, c'est une investisseuse qui s'appelle Ophélia, qui est très connue pour être vraiment très forte. Et donc, tu as levé avec des investisseurs en France. Tu as levé avec des investisseurs, du coup, un peu plus internationaux. Ouais. C'est quoi pour toi les différences ? Ça dépend aussi des stages, tu vois. Moi, j'ai eu des investisseurs français en early stage, donc en pré-seed, seed, série A. Et là, on arrive sur un stade un peu plus mature. Donc, on ne peut pas tout comparer, mais c'est vrai qu'il y a des aspects sur le processus de levée où tu vas avoir plutôt une culture... on va dire du VC français. Après moi, mon échantillon, il est très limité. Je suis primo-entrepreneur. Mais ça va, tu vas là. Mais voilà, on voit que on est plus dans le... Quand on est en train de lever, il y a beaucoup plus de discussions, d'échanges, d'avancées pour créer de la conviction. Et ensuite, quand on est lancé avec ces investisseurs, ils sont plutôt... relativement hands-off, ils nous font confiance et on avance, on exécute et ils sont là quand il faut mettre un coup à l'étrier. Mais ils ne sont pas là derrière toi à te tirer. Alors qu'on va dire que les anglo-saxons, c'est high conviction investment. Donc ils viennent, ils ont une thèse, ils voient le truc, ils voient que ça fit un peu ce qui leurs besoins et ça avance très vite. Et ensuite, ils sont beaucoup plus hands-on, on va dire, pour te suivre et te mettre un peu, te transmettre tout ce qu'ils savent de ce que doit être une boîte high growth company. Et donc, c'est ça, on va dire, les choses fondamentales que je vois à ce stade. Mais c'est vrai que c'est au quotidien, c'est deux approches différentes avec du bon, du mauvais, mais at the end of the day, c'est aussi ça qui nourrit l'entrepreneur. C'est d'être exposé au maximum de on va dire, de façons de penser et d'approches et se nourrir de tout ça pour se faire sa propre conviction. Et ça, il faut être vraiment open-minded et il faut avoir sa croyance, comme je le disais, qui te permet d'être résilient, d'avoir tes convictions, de croire en ce que tu fais, d'avoir la vision. Mais au-delà de ça, il faut aussi se nourrir de tout ce qui t'est envoyé comme message. Parce que c'est ça qui te permet de garder, on va dire, les pieds sur terre. Ouais. Toi, tu as du coup passé plusieurs tours, tu as fait plusieurs tours d'investissement avec Elaya, Omnes, Raise, Blossom, là. Ouais. Il y a un truc dont on parle rarement, peut-être dans les milieux un peu publics, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, mais c'est justement les droits quand tu fais tes packs d'actionnaires, les différentes clauses que tu acceptes ou pas dans ta term sheet, etc. Est-ce que toi, du coup, tu peux partager un peu les pièges à éviter? Est-ce que toi, tu as appris du coup de tes différentes négociations pour... Oui, après, tu vois, c'est ça le truc, c'est que pendant la levée de fonds, je deviens un expert term sheet, expert shareholder agreement. Et ensuite, dès que la levée de fonds passe, je fais un gros reset. Ouais. Je vide mon cerveau de ces trucs. Tu fais ta boîte, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment clé quand tu es dans un play VC-backed, quand tu rentres sur les rails d'une entreprise VC-backed, plus ça avance, plus tu es dans ces rails et c'est l'IPO ou l'exit, il n'y a plus de parce qu'il ne faut pas que tu signes un truc dans ton pacte qui derrière joue contre toi. Et la chose, c'est que ton pacte, tu te le traînes. Donc, plus tu négocies bien ton premier pacte, mieux ça sera pour la suite. Parce que plus tu avances, plus ça devient dur. Et il y a toujours des choses qui se renégocient. Et donc, plus tu pars d'une base qui est solide et saine et qui est protectrice,
mieux c'est pour toi. Et donc là, tu as différents aspects, enfin il y a énormément d'aspects, mais on va dire les liquidity clauses. À une époque, je voyais encore des term sheets en France avec des choses comme du double dip. C'est quoi du double dip? C'est un peu sur la liquidity clause. Tu as ce qu'on appelle différentes, on va dire, j'oublie les termes, les différentes stages. Ça devient technique ce podcast. Hein. Ça devient très technique. En plus, c'est toi le VC. Mais ouais, t'as un peu les rangs sur lesquels les gens sortent. Et donc, t'as des seniorités, c'est ça. Clauses préférentielles. Les clauses préférentielles, exactement. Et donc, le double tip, c'est aujourd'hui ce qui est le standard, c'est le one-time non-participating. Ah, tu parles des clauses de liquidation préférentielle. Après, les clauses de Nous, on liquidation. l'appelle pas comme ça, c'est pour ça. Pardon. Donc, désolé. On des est trop termes français. anciens. Trop français. Ah, merde. Non, mais voilà. Donc, les clauses de liquidation préférentielle, t'as le double dip à l'époque, c'est-à-dire, tu prends, il y a on va dire, le premier rang, c'est si tu vends ta boîte en dessous de la valo, c'est-à-dire que tout le monde prend, on va dire, une première rang à prorata de ses actions. Et si on est au-dessus de la valorisation, ben, même chose. Mais il y avait certaines term sheets qui disaient que l'investisseur, il avait le choix et il pouvait à la fois prendre prorata et en plus de ça, il reprend par la suite. Et c'est ce qu'on appelle le double dip. Ouais. Et c'est quelque chose qui est non-market practice de nos jours, je l'espère. C'est participating, je pense. Participating, ouais, c'est ça. Bon. Je t'ai dit, je faisais un reset. Hein. Ça y est, reste fondateur, je reste dans l'investissement. C'est ça. On va passer à une deuxième partie de ce podcast où on va se regarder les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. On fait de l'entertainment. Hein. Vas-y. Et je vais te poser des questions et tu dois me répondre de manière spontanée. Ouais. Ok. C'est quoi pour toi le moment le plus difficile dans ta carrière de fondateur? Le moment le plus difficile, ça a été les négociations, toujours. Les négociations de levée de fonds, parce que tu es en train de... C'est ton bébé que tu es en train de valoriser, dans lequel tu es en train de le partager. Et donc c'est un moment c'est des moments très intenses. On n'y croit pas. Au début, on est très bien avec on est dans la phase drague avec les investisseurs. Il y a ce moment hyper intense de négociation et des terms et autres. Et ensuite, tu dois repartir vers une phase où on est tous amis et on est tous dans l'aventure et on avance. Et donc, cette partie-là, c'est toujours très intense parce que tu es en train de vivre ça dans tes tripes, quoi. C'est Amine Boukou ce qu'il disait dans un podcast. Il disait la partie de la négociation du pacte d'actionnaires, c'est comme un contrat de mariage. Ouais. Mais une fois que ça y est, tu t'es marié, tu vas pas aller voir ta femme en lui disant exactement. Pourquoi tu fais pas la vaisselle c'était pas dans le contrat. Mais non, ouais, mais ou, c'est ça. ou l'inverse. Tu sais, on parle souvent des gens, qui va dire ça des gens qui se marient et commencent à voir c'est classique, un peu un trope dans les films, c'est les derniers stress avant de dire oui à l'hôtel. Ben c'est comme ça. Tu commences à stresser, tu commences à paniquer. Et il faut garder beaucoup de sang-froid pour pas faire d'erreur et pour bien exécuter. Deuxième question. Ouais. Le meilleur et le pire conseil que tu as reçu? Ah merde, non, ça c'est... j'ai reçu beaucoup de conseils. Je sais pas, est-ce que tous étaient bons, mais le meilleur conseil que j'ai eu, ça a été de prendre le risque de me lancer. Ouais. Moi, quand je me suis lancé, tu vois, j'ai eu le classique marocain. J'ai fait mes études, je commençais à avoir un travail très confortable. Et j'avais passeport. J'avais même pas encore, moi quand je me suis lancé, j'avais pas encore la naturalisation, donc le stress de mes parents, oh mon Dieu, mon fils dans 1 an il est de retour renvoyé manu militari parce que sa carte de séjour n'a pas été renouvelée. Vac tournetra. Et non mais oui il y avait ça. Et donc à ce moment-là, quand j'ai sauté le pas, je quittais un travail très confortable. J'avais eu une accélération de carrière assez ouf. Et j'avais pas encore résolu mes questions de paperasse administrative. Alors que je commençais à construire, je commençais à me projeter en France. Et ça a été les gens qui... Enfin, pas que les gens. Et
qui m'ont poussé à entreprendre, ça a été un très bon conseil. Parce qu'aujourd'hui, je ne reviendrai jamais en arrière. Et je me dis que c'est quelque chose que même si demain, quand Eve, ça devait se finir, le lendemain, je serai en train de créer ma prochaine boîte. Ouais, donc ça y est, tu as eu la piqûre de l'entrepreneuriat. C'est ça. Ouais, tu es bien vacciné. Troisième question. Dis-moi. On va parler du Maroc quand même. Ah. Franchement. Le plus beau pays du monde. D'après la pub. En toute objectivité. Okay. Non, mais on s'est rencontrés, nous aussi, dans une série d'événements Moroccan in Tech qu'on organise avec Sophia, avec d'autres gens à Paris, etc. Donc, on s'est vus plusieurs fois. Mais toi, c'est quoi aujourd'hui ton regard sur le Maroc ? Le Maroc, on ne va pas se mentir. Nous tous, les Marocains, on est très fiers de notre pays. On adore notre pays. Il suffit qu'on passe quelques mois à l'étranger, on se dit il faut qu'on rentre au Maroc. Après, le Maroc, c'est un pays un pays qui, au vu de ses moyens, il boxe au-dessus de sa catégorie. Et ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Quand on voit comment le Maroc s'est développé, moi, je me souviens, j'ai une blague un peu classique. Quand j'étais arrivé en France en tant qu'étudiant, ma maman, elle m'appelait, elle me disait « Ouldi, faut que trop le Maghreb, ça fait fini les études. » Je lui disais « Maman, écoute, dès qu'il y aura 10 Starbucks au Maroc, je rentre. » Moi, je pensais, à mon époque, les franchises, il n'y en avait pas 50 000 et encore moins des franchises américaines. T'avais McDo et that's it. Le premier. Et Paul, quoi. Paul, ouais. Et donc, le monde connaît Paul. Et je me souviens, je crois, 2 ans ou 3 ans après être venu en France, mais t'avais des Starbucks partout, t'avais les Burger King qui commençaient, et t'avais cette sorte d'explosion de la société de consommation marocaine qui était très perturbante. Donc il y a eu un développement très rapide qui se fait dans les villes. Le Maroc reste c'est factuel, un pays très inégalitaire en termes de développement, mais qui a énormément de potentiel. Mais après, il y a des challenges éducatifs très importants. Pourquoi on est là ? C'est parce que aussi, on va dire que l'éducation supérieure, la communauté marocaine qui fait ses études à l'étranger, spécifiquement en France, est très importante parce que le Maroc a un peu, on va dire, sous-traité l'éducation supérieure à l'Europe et à la France spécifiquement. Jusqu'à quand Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours impressionné de voir le nombre de Marocains qui font des grandes écoles, des prépas et autres, mais ça reste statistiquement... Et ils viennent beaucoup moins en France, hein. Ça reste quand même, quand on va voir les statistiques, ça reste plus de 80%, je dirais, sans avoir les chiffres. Mais c'est parce que notre système éducatif, il est calqué, du fait de notre histoire commune avec la France, il est calqué sur la France. Le système des prépas et les systèmes universitaires aussi, et des écoles. Et comment, toi, tu vois, alors si on reste sur le Maroc, comment est-ce que tu vois la place que le Maroc veut essayer de prendre dans le développement de son écosystème tech, de tout ce qui est digital, parce que voilà, aujourd'hui, le Maroc est en train de faire beaucoup de choses d'un point de vue accompagnement, développement d'infrastructures, de fonds de private equity, etc. pour investir dans la tech. Comment toi, tu vois ça ? Écoute, moi, je vois énormément d'initiatives, et je trouve ça super, surtout que tu as des acteurs parapublics, la CDG, l'OCP qui essayent de s'activer. Mais ensuite, pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore les fondations. Les fondations, c'est ça le challenge. Que ce soit, par exemple, comme je le disais, l'éducation. Quand tu as la majorité des gens qui sont formés, qui sont à l'étranger, ça crée un challenge pour les entreprises dans le pays. Il y a aussi le climat des affaires, être avec un système de justice qui soit fonctionnel pour que le business, il faut qu'il y ait un état de droit pour que le business fonctionne. Et ensuite, il y a des challenges aussi en termes d'infrastructure. On va dire pour moi, une de mes analyses, ça a toujours été fondamentalement pour lancer, on va dire, le web, une industrie du web, c'est le paiement. Le paiement, c'est une fondation. Si tu veux commencer rien que par faire des sites de e-commerce, faire les premières marketplaces, faire des SaaS en ligne, il te faut la layer de paiement. Il faut l'infra, et ça, aujourd'hui, et les layers de paiement, universellement, aujourd'hui, ça va être Stripe, PayPal, c'est Stripe qui domine la plupart du marché.
Et au Maroc, on n'a pas ça. Et on n'arrive pas à le craquer. Que ce soit aussi le mobile payment. Quand tu vas en Afrique subsaharienne, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et j'en passe, c'est des pays où aujourd'hui, mais tu vas au fin fond, dans le plus petit village, le Douar du fond du bled, tout le monde, il paye avec son téléphone. C'est naturel, c'est quelque chose. Et au Maroc, on est très en retard sur ça. Mais pourquoi ? Aujourd'hui, on a aussi un marché bancaire qui est assez monopolistique, qui est dominé par des grands acteurs, et ça sclérose un peu les choses. On a aujourd'hui un retard de développement sur la partie bancaire. On a un taux de bancarisation qui me semble, j'ai pas les statistiques, mais qui me semble très faible. On est dans beaucoup de cash. Donc ça, c'est une économie parallèle. C'est une économie parallèle. Et ça crée des challenges. Ça crée des challenges pour c'est un peu l'une des premières étincelles pour kick-off, permettre aux petits étudiants à créer sa plateforme et commencer à recevoir du paiement. Et ça, je pense, c'est la layer qu'il faut débloquer. Optimiste. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Bien sûr. Et c'est ça. Mais voilà, le focus, on voit beaucoup de choses se faire. Mais moi, c'est parce que je suis critique, parce que j'aime beaucoup mon pays. C'est quand tu aimes ton pays que nous, et j'essaie de me contrôler, parce que j'ai tendance à être aussi comme tous les Marocains, mais hyper fier de mon pays. Regarde ce truc, regarde ça. Mais ensuite, il faut savoir prendre un step back et être conscient des fragilités pour très vite les corriger, parce qu'on est capable de le faire. On a des talents de malade, et il faut leur donner les moyens. Et les moyens, c'est ces fondations-là qui permettent de faire les choses bien. Tu te vois, toi, demain rentrer au Maroc ? Oui, j'espère un jour pouvoir rentrer au Maroc, j'espère entreprendre au Maroc, faire des choses au Maroc, et c'est pour ça que j'essaye de rester au courant au maximum des évolutions de ce qui se fait au Maroc et des potentialités, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un pays qui a énormément où il y a énormément d'opportunités. Il faut juste que les planètes s'alignent. Ouais, bon, ça va le faire, hein, franchement. On espère tous. Il faut juste qu'on fasse les bons diagnostics et qu'on y mette les mains à la pâte, là. Et le challenge, c'est qu'aujourd'hui, notre élite, elle est à l'étranger. Et c'est pour ça, et je pense que c'est quelque chose que le gouvernement et les gens au Maroc essayent de ramener un peu notre diaspora au pays pour pouvoir aider à amener cette expertise et autres. Peut-être on arrive bientôt à la fin de ce podcast-là. Toi, en tant qu'entrepreneur, finalement, qu'est-ce qui te motive le plus ? Est-ce que c'est quoi ? C'est faire une belle boîte ? Est-ce que c'est résoudre un problème ? Enfin, c'est quoi ? Pourquoi tu te réveilles le matin, ça ? C'est vrai que ça se résume à faire une belle boîte. Quand tu es entrepreneur, tu résous des problèmes. C'est ton métier, c'est tu résous des problèmes de façon quotidienne. Moi, à chaque fois une des choses que tu apprends quand tu es entrepreneur, c'est que ton métier en tant que CEO, très vite, c'est de recruter des gens plus intelligents que toi pour faire le travail mieux que toi. Et je m'attelle à cette tâche comme un fou. Mais le problème, c'est que constamment, il y a des nouveaux problèmes. Et donc, mon travail, moi, je pensais au bout d'un moment, j'allais me tourner les doigts. À chaque levée de fonds, je me dis, c'est bon, je vais recruter les meilleurs, je vais me tourner les doigts. Mais au final, tu as toujours des nouveaux challenges. Et plus ta boîte, elle évolue, plus tu rencontres des nouveaux challenges. Et ça, et je pense que ça va toucher à vraiment au cœur de ce qu'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est à la recherche de challenge et il veut tout le temps se dépasser. C'est vraiment un état d'esprit, on va dire presque de sportif de haut niveau, où tu as tout le temps une nouvelle étape à aller craquer, et c'est ça qui te drive. Et si tu n'as plus cette flamme, c'est le moment, c'est le signal où tu dois aller chercher quelque chose d'autre. Ouais, je vais te poser une question, je pense, qui va te faire marrer. Aujourd'hui, c'est ta boîte qui te challenge. Quand tu étais petit, c'était quoi que tu faisais qui te challengeait ? Il y avait beaucoup de choses qui me challengeaient. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune au Maroc, j'ai fait... je sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé à faire plein de petits boulots. Taxi, non? Tu vois, tu pensais que j'allais pas le dire. Il y a Sophia qui balance les dossiers. Mais tu crois que j'ai pas préparé l'épisode? Il y a une enquête, il y a une cellule enquête Mediapart, arrêtez.
Non, mais oui, oui, oui. J'avais, en gros, je sais pas pourquoi, mon père s'amusait à. Dès que j'avais des vacances scolaires ou quelque chose comme ça, mon père m'envoyait à Tanger chez mon oncle. Je crois que c'est parce qu'il me voyait toute l'année. J'ai eu la chance d'être scolarisé dans la mission française au Maroc. Et donc, je crois qu'il m'envoyait pour me remettre les pieds sur terre, me dire voilà. Et Rappel à la réalité. ma famille vient d'un milieu populaire et autres. Et donc j'étais envoyé chez mon oncle qui a commencé à travailler à 14 ans dans un four public, quoi. Donc pour te dire, et il s'est construit à partir de ça, il a eu des boutiques, il a fait de la promotion, et à un moment il avait un taxi. Et je venais d'avoir, c'était après le bac, avant il me faisait travailler dans sa téléboutique. Je passais tous mes étés dans une téléboutique en train de faire... non, je vendais pas Kafka, par contre, c'était un peu trop compliqué ça pour moi. Mais par contre, vendre des tabi'a Jawel, faire sarf pour tout le monde. Il y a les petites grand-mères qui venaient pour que je leur fasse la numérotation. Et je passais mon été comme ça. Je me retrouvais avec une caisse remplie de je sais pas combien, 2000 dirhams de sarf tous les jours. Et je devais gérer la boutique toute la journée. Je faisais ça, je crois, entre mes 15 ans et 17 ans. Et à un moment, juste après le bac, j'ai eu mon permis classique au Maroc. Et j'arrive et il me dit... Et il avait un petit taxi. Et le chauffeur, un petit Peugeot rouge, bleu. À Tanger, ils sont bleus. Ouais, c'est ça. Et le chauffeur, il était malade. Donc mon oncle, il m'a dit, bah écoute, tu prends ton autre cousin qui connaît la ville de Tanger, parce que moi, j'avais des limites géographiques. Donc, il n'y avait pas Google Maps. Il n'y avait pas Google Maps. Pour que le truc ne tourne pas, tourne. Bah, j'y suis allé, on était taxi pendant quelques jours à Tanger en train de donc faire t'as pris des gens ouais, j'ai pris des gens et tout, mais mon oncle avait toujours des projets farfelus. J'ai vendu des moutons pour l'Aïd avec lui. Non. Mais c'est des anecdotes à chaque fois et je pense que ça a un peu réveillé en moi la fibre entrepreneuriale et un peu cette versatilité. Il y avait Reda qui disait, nous les Marocains, on sait un peu naviguer différents environnements, différents trucs. B. C'est ça. On te donne une direction, tu trouveras une solution pour y aller. Et je pense que je me suis nourri un peu de toutes ces petites expériences et je pense que ça m'a permis aussi d'être un meilleur entrepreneur, de voir un peu ces différentes situations et comment tu les gères. Même si entre vendre des moutons et faire de l'IA, il y a quand même un gap, ça reste, je pense qu'il y a des fondamentaux. Non, mais écoute, la prochaine fois qu'il y a l'Aïd, je t'appelle. Tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Je sais différencier Sardé et toutes les races de moutons. C'est pas vrai. Il n'y a pas de souci. Tu sais vraiment? Bah bien sûr, attends, t'es marocain ou t'es pas marocain? Toi, t'es vraiment marocain. Toi, je vois, toi, tu te cachais quand ils étaient en train de te bahler. Franchement, voilà, on va arrêter ce podcast sur le Haouli. Tu vois, on l'avait encore jamais fait. C'est un business. Tu sais qu'un des premiers sites d'e-commerce au Maroc, c'était un site d'e-commerce qui vendait des moutons. Mais non. Mais ouais. Comment il s'appelle? Raconte. J'ai oublié le nom, mais on peut retrouver, je crois que sur l'Économiste avait fait des articles dessus. Je me souviens que j'étais allé dessus. Et tu pouvais commander ton mouton de l'Aïd sur ce site. Et j'avais trouvé ça impressionnant parce que prendre la peine d'intégrer l'API de Maroc Télécommerce et du centre monétique interbancaire pour vendre des moutons une fois dans l'année, c'est fort. Il faut en vouloir et j'aimerais bien connaître les entrepreneurs qui ont fait Qu'est-ce qu'ils sont devenus c'est fort. En tout cas, franchement, on va finir sur cette note de mouton. Parfait. Que, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment. Tarek, peut-être pour finir ce podcast, si je devais inviter une prochaine personne à venir sur le show, qui est-ce que je devrais inviter? Wow, ça, il y en a beaucoup. T'as le choix. Mais je sais pas, on top of my mind, je pense à Ahmed de Kevlar. C'est quelqu'un d'extraordinaire que je connais. Je l'avais recruté en tant que stagiaire quand je bossais chez Natixis. Et on est resté en contact et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tu lui demanderas pour moi. Et le travail qu'ils font sur Kevlar, c'est impressionnant. Et après, je pense aussi à Selma Peut-être Kevlar, qu'est-ce qu'ils font peut-être pour les gens? Kevlar, c'est une boîte qui fait de l'IA appliquée à la cybersécurité pour un peu investiguer les attaques que subissent les grandes boîtes. Et c'est vraiment une technologie de pointe. C'est 2 Marocains, donc Ahmed et son cofondateur, et c'est extraordinaire ce qu'ils font. Je pense que c'est une boîte qui va aller très loin. Ils ont déjà levé avec Equity.
Et donc, c'est une équipe auquel je crois beaucoup et qui font des choses sérieuses. Tu vois, on n'est plus, et c'est ça ce que j'aime dans les entrepreneurs marocains, c'est qu'on a dépassé l'époque de la marketplace, on va dire, des solutions, on va dire, web 2.0. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est que les Marocains font des boîtes très complexes, sur des sujets très complexes, deep tech, ou des sujets très compliqués à craquer, où il y a un cœur technologique très avancé. Et franchement, ça, c'est ce qui m'impressionne, c'est ce qui me donne vraiment de l'espoir. C'est que, et ce qui est c'est qu'on n'est pas sur la petite app ou un truc comme ça de vente de bouffe pour chat. On est sur des ou des Hawli. On est sur des sports bio. Amin Draji qui sera sur le podcast. Ouais, c'est vrai, il arrive. Et donc ça, c'est des boîtes. Et il y a aussi Selma de Sifflet. Bakouk. Selma Bakouk, qui est moi, franchement, je vois de loin. Et c'est exceptionnel. je suis impressed. Je trouve en termes d'exécution sur ces sujets de data observability, data engineering, j'aimerais bien entendre la backstory de Selma. Ok. Bah, là, on a 2 super invités à venir. Elle est à Paris, Selma ? Il me semble, ouais. Bah, on aura Ahmed, tu lui demanderas si Ahmed, il n'y a pas de souci. Ahmed, il n'est pas à Paris, mais il drop de temps en temps. Ok, bah, je lui demanderai. Enfin, tu me diras. Je ferai l'intro. mais surtout, peut-être pour terminer le podcast. Donc, là, je suis très content parce qu'on reprend vraiment ce format vidéo. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un super moment. Je recommande à tous les Moroccan in Tech de venir ici. Ouais, et l'idée, en fait, c'est vraiment de prendre le focus tech, de prendre des entrepreneurs exceptionnels, le top 1% des entrepreneurs qui font des super boîtes deep tech ou autres, et vous les présenter parce que peut-être que vous êtes au Maroc et que vous ne voyez pas forcément ce qui se passe à l'international, mais le but aujourd'hui, voilà, c'est de vous présenter tous ces fondateurs marocains en France, peut-être demain au Moyen-Orient, aux États-Unis, mais c'est vraiment d'avoir un média qui vous partage ces histoires-là et ces belles réussites. En tout cas, merci beaucoup, et je pense que c'est très important parce que c'est ça qui inspire. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu entreprendre dans la tech, c'est que je me souviens, j'avais découvert TechCrunch quand j'étais au collège. C'était juste Michael Harrington, le fondateur, qui écrivait à l'époque. C'était pas encore la plateforme que c'était aujourd'hui. Et je m'amusais à lire les histoires des boîtes de Silicon Valley, mais vraiment de façon quotidienne. Et ça m'a vraiment shape. Et donc, je pense que le partage d'expérience, c'est ce qui nourrit les futures vocations. Et je trouve que le travail que tu fais, il est super, il est important. C'est un des foundational things to do, c'est avoir de l'information et savoir ce qu'ont fait les autres. Bah en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça inspirera certains, que ça donnera des idées de monter des boîtes ou juste de rejoindre des startups ou autres, mais en tout cas de faire bouger les choses. Peut-être pour terminer, si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, faites-le Abonnez-vous. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok maintenant. Hop, la jeunesse. Franchement, je me suis dit, bon, il y a quand même des choses à faire là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas accès qui ne voient pas forcément ce qui se passe sur Insta, sur YouTube et sur LinkedIn si vous nous suivez. Donc, en tout cas, voilà, c'est un format de 2 épisodes par mois avec des gens comme Tarek, comme Sophia Daoun, comme ceux que tu viens de citer. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée si c'est le soir pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi.